Bonsoir, bienvenue au Club International. L'Ukraine a-t-elle inversé le cours de la guerre? Qui a pris l'ascendant sur le terrain? Que peut attendre Kiev du sommet de l'OTAN? Jusqu'où ira la riposte de Moscou? Je vous retrouve tout de suite avec nos invités pour en débattre. Céline Maranger, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste de la Russie, chercheuse à l'IRSEM, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, et vous êtes l'auteur de La guerre d'Europe a commencé, qui vient de remporter le prix du livre géopolitique. Général Patrick Dutartre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes général d'aviation, ancien pilote de chasse, ancien leader de la patrouille de France. Isabelle Lasserre, bonsoir, vous êtes la correspondante diplomatique du Figaro, spécialiste de la Russie et de l'Ukraine, et votre dernier livre, Les fantômes de Munich, a été publié aux éditions de l'Observatoire. Alors, Général Dutartre, on va peut-être commencer avec vous pour comprendre un peu la situation sur le terrain. Là, ces dernières semaines, on a eu une succession d'attaques ukrainiennes dans la profondeur sur le territoire russe, avec des ripostes russes sur les territoires d'Ukraine dans les grandes villes. On a l'impression que les frappes russes sont de plus en plus punitives et une sorte de revanche, alors que les Ukrainiens frappent un peu où ils veulent. Est-ce que vous avez l'impression que les Ukrainiens ont réussi à changer la donne ces derniers mois en Ukraine? Oui, je pense qu'ils ont inversé en fait la tendance, c'est-à-dire qu'ils ont pris l'initiative. C'est quasiment une des premières fois où ils prennent une telle initiative depuis le début de cette guerre en 2022. Ils ont toujours été quasiment sur la défensive. Et là, on observe que depuis quelques semaines, quelques mois maintenant, grâce à la production de drones à longue distance, ils attaquent dans la profondeur tout le système de défense, logistique et également, bien sûr, les approvisionnements en hydrocarbures de la Russie. Il semblerait que cette stratégie soit particulièrement payante en ce moment. Et comment on explique qu'ils arrivent à frapper dans la profondeur comme ça? Ils disent qu'ils ont ouvert des portes. Ça veut dire quoi, ouvrir des portes? Ça veut dire qu'ils ont tapé les défenses antiaériennes russes pour pouvoir pénétrer dans la profondeur de leur territoire? Il n'y a aucun pays qui peut protéger complètement son pays au niveau d'une attaque, si vous voulez, en basse altitude, sur toute une couverture, sans avoir une protection aérienne extrêmement importante, notamment par les chasseurs qui peuvent combler les trous des systèmes de défense aérienne. Donc la Russie est un territoire immense, mais ce serait la même chose pour les États-Unis, ce serait la même chose pour l'Europe. On protège, si vous voulez, des villes, on protège des points névralgiques, des sites logistiques, des bases de défense, mais on ne protège pas l'ensemble d'un pays contre ce type de menaces. Et ce type de menaces, c'était un peu l'apanage des Russes, avec les fameux Shahed iraniens qui attaquaient à tout va la population ukrainienne maintenant depuis plus de 4 ans et demi. Quand même 500-550 par jour, bombes qui tombaient sur l'Ukraine. Et maintenant, l'Ukraine est en train, avec son génie en fait, et la productivité de son industrie de défense, qui est nouveau, est en train de renverser la donne. Ça ne veut pas dire que sur le terrain, sur la ligne de front, ça change beaucoup. On pourra en reparler tout à l'heure. Oui, on va en reparler. Mais en tout cas, cette attaque dans la profondeur, c'est quand même quelque chose de nouveau à cette échelle-là, et ça fait aujourd'hui très mal à la Russie, notamment pour la population, non pas dans sa chair, comme le subit l'Ukraine tous les jours, mais dans le quotidien, avec notamment l'approvisionnement en carburant. C'est quand même assez incroyable. La Russie, un des plus grands producteurs de pétrole au monde, a besoin en ce moment d'importer du carburant. Céline Maranger, il y a aussi des frappes sur la Crimée de plus en plus régulières. Et quelle est c'est quoi l'objectif des Ukrainiens? Parce que c'est un territoire qui est occupé, qui continue de revendiquer, et ils le frappent. Pourquoi? Ils ont une nouvelle stratégie de la victoire qui consiste à combiner des frappes de moyenne portée et des frappes de longue portée. Donc dans la profondeur, ce qu'ils appellent la profondeur opérative, c'est-à-dire entre 30 et 150 à 300 km à partir de la ligne de front, ils essayent de détruire en fait tout ce qui peut venir en appui du front, donc les centres de commandement, les nœuds logistiques, les aérodromes, les dépôts de munitions, de façon en fait à priver le
le front de tous ces approvisionnements vitaux. Et la Crimée étant vraiment la base arrière de l'armée russe pour toutes les régions occupées du sud de l'Ukraine, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils frappent vraiment systématiquement la Crimée en ce moment pour essayer de couper la Crimée des territoires occupés. Donc il y a le fameux pont terrestre, c'est ça qu'on veut couper. De priver aussi la Crimée, ils frappent aussi les raffineries, enfin ils veulent forcer la population de Crimée à quitter le pays, enfin à quitter la péninsule, tout en perturbant l'approvisionnement du front. Et il faut bien voir aussi que la Crimée a une forte portée symbolique. Enfin, je veux dire, c'est par là que tout a commencé, c'est par l'annexion de la Crimée que tout a commencé. Donc c'est aussi une façon, je pense, de porter le discrédit contre Vladimir Poutine. Mais le point important... Et pardon, ça marche le discrédit en Crimée, parce qu'on se souvient que en Crimée, les Ukrainiens ont voté pour l'indépendance en 91, il me semble, au moment du référendum. Ils ont voté à 56% pour l'indépendance de l'Ukraine. Pour l'indépendance de l'Ukraine. Mais aujourd'hui, on n'a aucune idée de l'état de l'opinion en Crimée. Est-ce qu'il y a des indices tout de même? C'est-à-dire que toute la population de Crimée qui était favorable à l'Ukraine, pour beaucoup, a quitté le territoire après 200 000 personnes qui sont parties, je crois. Tous les responsables, les représentants politiques des Tatars de Crimée vivent maintenant à Kiev ou dans d'autres villes d'Ukraine. Et par ailleurs, depuis 2014, les autorités russes ont encouragé l'installation de personnes venues de Russie pour essayer d'inverser la tendance. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'ils combinent ces frappes de moyenne portée dans ce qu'on appelle la profondeur opérative, avec des frappes de longue portée dans toute la profondeur stratégique. Et là, comme le disait très bien le général, l'objectif, c'est de viser les raffineries, mais aussi les infrastructures portuaires, de façon en fait à empêcher à la fois l'approvisionnement en carburant de la population, mais aussi l'exportation du pétrole à l'étranger. Donc, en fait, l'idée là, c'est de créer des dilemmes stratégiques au pouvoir. Et de faire vaciller la légitimité de Vladimir Poutine, de montrer en fait qu'il n'est plus capable de contrôler la situation. Et donc cette double stratégie, elle s'appuie, elle s'adosse aussi à une stratégie informationnelle très bien rodée qui consiste à monter en épingle en fait tous les problèmes créés par ces frappes. Donc vous avez et ça les Ukrainiens sont très bons dans le champ informationnel, dans le champ des perceptions, vous avez des fils à n'en plus finir à l'autre bout de la Russie qui sont filmés. Ils mettent aussi sur les réseaux sociaux en avant la réaction des Russes face aux frappes très, très spectaculaires. Ce qui a de nouveau peut-être aussi une dernière chose, c'est le fait que en fait maintenant Moscou et Saint-Pétersbourg sont concernés, alors que depuis le début de la guerre, les autorités russes ont tout fait pour que, en fait, dans les deux capitales russes, la guerre soit le moins visible possible. Et je pense que là encore, l'objectif des Ukrainiens, avec cette nouvelle stratégie de la victoire, c'est en fait d'obtenir ce que certains appellent la neutralisation stratégique. C'est-à-dire qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent pas l'emporter en détruisant les forces adverses, ils ne peuvent pas l'emporter par attrition, en fait. Ils ont vu le déséquilibre des forces. Ce sera très difficile aussi d'avoir une négociation honnête. Enfin, ça, personne n'y croit en Ukraine. Et donc, ils comprennent cette asymétrie et ils se disent qu'en fait, l'objectif pour eux aujourd'hui, c'est d'obtenir ce qu'ils appellent cette neutralisation stratégique, c'est-à-dire de faire en sorte que les autorités russes comprennent que la poursuite de la guerre aura un coût politique de plus en plus important et qu'elle ne donnera rien sur le champ de bataille. Okay. Isabelle, ça veut dire ce changement depuis quelques mois, si on revient quelques mois en arrière, Donald Trump poussait les Ukrainiens
à négocier. Il leur avait fait quasiment avaler un plan qui reprenait les éléments de la Russie. Et là, on a l'impression que l'Ukraine renonce plus à rien. Son objectif à l'Ukraine reste de récupérer l'ensemble de ses territoires, à la fois le Donbass et la Crimée ? Oui, officiellement, l'objectif n'a pas bougé, comme d'ailleurs les objectifs de Vladimir Poutine, qui sont maximalistes, n'ont absolument pas bougé, ce qui fait peser des doutes sur l'ouverture de futures négociations. L'Ukraine n'a pas bougé. Ce qu'elle essaye de faire en ce moment, c'est de reprendre tellement l'avantage que Vladimir Poutine sera forcé d'ouvrir des négociations et que l'Ukraine arrivera en force et avec l'aide de ses alliés européens et la neutralité, cette fois plus ou moins bienveillante de Trump, parce qu'on revient de très très loin, pourra imposer à la Russie une solution qui ne lui soit pas trop défavorable. L'Ukraine n'a pas renoncé à ses territoires, mais elle sait qu'aujourd'hui elle est incapable de les récupérer militairement. Donc ça sera pour les Ukrainiens pensent que ça pourrait être le modèle allemand, c'est-à-dire que l'Allemagne de l'Est a fini par être réintégrée dans 50 ans, quoi. Dans 50 ans ou dans 30 ans, ou quand Poutine ne sera pas perdu. Ça, c'est aujourd'hui. Mais il faut voir, parce que en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une courbe ascendante du côté ukrainien et une courbe descendante du côté russe. C'est le résultat de 4 ans d'efforts, d'audace et de succès technologique. Il y a des chiffres qui sont super impressionnants. Par exemple, au début de la guerre, il y avait, au milieu de la guerre, on disait que les pertes russes étaient de une personne contre une ennemie pour les Ukrainiens. Aujourd'hui, c'est un jour, c'est 8 pertes russes pour une perte ukrainienne, certaines fois. Donc il y a vraiment... On dit 30 000 soldats russes éliminés par mois, entre 30 et 35 000. Depuis le début du mois de février, ça fait à peu près 400 000 par an, mais ça augmente. Donc ça veut dire qu'ils éliminent plus que Poutine peut en recruter, c'est ça ? Voilà, et ça c'est super important de comprendre, parce que ça détermine un petit peu les mois qui vont venir. C'est-à-dire que les soldats russes qui avaient l'année dernière 8 semaines d'entraînement n'en ont plus que 3. Leur longévité, leur durée de vie au front est passée à peu près 15 jours. C'est-à-dire qu'un soldat russe, à partir du moment où il est envoyé au front, il tient 15 jours. Donc il y a de moins en moins de soldats expérimentés du côté russe. C'est juste de la chair à canon, sans expérience, sans mémoire de la guerre, même il y a 6 mois, alors que côté ukrainien, c'est l'inverse. Volodymyr Zelensky protège au maximum les jeunes soldats, évite d'organiser des opérations militaires qui seraient trop consommatrices en hommes, et donc on a une montée d'expérience ukrainienne. Et ça, c'est super important, parce qu'il se passe la même chose avec les équipements. C'est-à-dire que les équipements ukrainiens, puisque toute la nation, toute la société civile participe à cet effort de guerre. Les progrès en drones sont absolument spectaculaires. Aucun autre pays au monde n'est capable de faire la même chose. Donc ça va de plus en plus loin, de plus en plus fort. Et en fait, les Ukrainiens aussi se sont libérés des limites occidentales. À partir du moment où ils ont compris qu'ils ne pouvaient plus faire confiance à Donald Trump, ils ont juste essayé de limiter les dégâts. À partir du moment où ils ont compris que l'Europe atteignait son maximum, ils se sont dit « on va tout faire tout seul, donnez-nous encore de l'argent ». Mais maintenant, ils sont en train de devenir quasiment autonomes au niveau militaire. Donc c'est incroyable. Donc c'est aussi ça qui est en train de se renverser. C'est pas seulement le rapport de force entre la Russie et l'Ukraine, mais c'est le rapport de force entre l'Ukraine et les Européens. C'est-à-dire que ce sont les Européens maintenant qui ont à apprendre le maniement des drones et à donner des leçons sur ce que devra être une armée moderne aux Européens. Général, sur les 1200 km de la ligne de front, la situation reste... Il y a eu les Ukrainiens reprennent plus de territoire aussi depuis le mois de janvier qu'ils
qu'ils n'en prenaient avant, ou ils en perdent moins qu'auparavant. Mais on a l'impression que la situation est quand même assez bloquée. Les Russes essaient toujours d'avancer vers le Donbass dans la région de Kramatorsk. Est-ce que vous avez le sentiment que là aussi il peut y avoir un déblocage comme ça a eu lieu avec les frappes, ou est-ce que c'est plus compliqué sur la ligne de front de faire bouger les choses ? À mon sens, c'est plus compliqué sur la ligne de front parce qu'on observe qu'effectivement, les Russes progressent toujours, hein, mais beaucoup moins. Les Ukrainiens arrivent à reprendre un peu de territoire, mais vous avez une sorte de no man's land, en fait, ce qu'on appelle une kill zone sur 20 à 25 km de part et d'autre de la ligne de front, donc 40 km à peu près d'épaisseur. Ça correspond à la portée des drones, c'est ça Oui, c'est ça. Les petits drones, hein, les drones qui sont guidés, ce qu'on appelle FPV, qui sont guidés par des opérateurs, et là, tout ce qui bouge, en fait, se fait cibler par ces drones. Donc ça c'est tout à fait nouveau. Hein. C'est une révolution dans le travail du fantassin. Hein. On n'a jamais vu ça ailleurs. Sur n'importe quelle telle opération, on n'a jamais observé ce genre de choses. Donc ça, c'est la vraie révolution de ce combat terrestre. Et je pense que ça peut se débloquer à un moment donné. Il faudrait être vigilant. Mais non pas par les Russes, mais peut-être par les Ukrainiens, grâce aux robots. Il y a une ou deux petites expériences, mais on peut très bien imaginer que dans quelques semaines, on ait un bataillon de robots, peut-être pas un bataillon. Les Ukrainiens ont déjà gagné une bataille avec des robots. Des escarmouches, oui. Effectivement, et ils ont même fait sortir des soldats mis en joue par des robots. Mais vous pouvez imaginer une opération nocturne à un endroit qui sera bien ciblé, un endroit relativement plus faible, où là, il pourrait y avoir une incursion de ce genre de matériel qui pourrait permettre une percée. Et ça, on ne peut pas l'exclure à ce stade. Mais pour l'instant, à mon sens, dans les semaines qui viennent, ça va être relativement figé. On peut avoir une surprise de ce genre-là. Et puis, on n'est jamais à l'abri aussi d'une surprise côté russe. On oublie une chose. La qualité des hommes dont parlait Isabelle. Tout à fait juste ce que dit Isabelle. On a vu cette enquête qui est sortie là, sur les lettres que les soldats envoient sur le front. C'est absolument terrifiant ce qu'ils racontent. C'est terrifiant. Alors, ce n'est pas la même chose partout sur les 1800 km. Il y a des endroits beaucoup plus chauds, en fait, hein, toute la bande de 200 à 300 km travers Kramatorsk. Là, c'est vraiment la zone la plus consommatrice, si on peut dire, en soldats, malheureusement. Parce que c'est l'objectif de Poutine, c'est de reprendre la totalité du Donbass. Tout simplement. Pour le reste, c'est beaucoup plus calme, hein, notamment du côté de Kherson, tout ça, c'est beaucoup plus calme. Donc, à mon sens, ça ne va pas beaucoup bouger pour l'instant. Aucun des deux n'est en mesure de vraiment atteindre son objectif. Pour les Ukrainiens, de reconquérir bien sûr l'ensemble du Donbass et plus tard la Crimée. Pour les Russes, de prendre la totalité du Donbass. Les gens se regardent. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de pertes. Je pense que les pertes vont peut-être diminuer. Mais c'est vrai qu'on peut l'imaginer un peu un statu quo à la coréenne. Par contre, pas du tout le cas en profondeur, avec ces tirs de moyenne et longue distance que l'on voit actuellement. Et la difficulté quand même, c'est qu'il faut que le peuple ukrainien résiste, hein, et il souffre énormément. Pourquoi ? Parce que les tirs d'Oreshnik, les tirs d'Iskander et le tir de Zircon, enfin, qui est une sorte d'Iskander en haut supersonique, sont difficilement arrêtables et font beaucoup de dégâts dans la profondeur, notamment dans les villes. Et il y a un domaine qu'il ne faut pas sous-estimer aussi. Le président Zelensky en parlait il y a 3 semaines. C'est se battre, ils n'ont pas trouvé la parade, contre les bombes planantes. Ça, c'est quelque chose de très difficile. Les Ukrainiens ne font que subir ces bombes planantes. Qu'est-ce que c'est qu'une bombe planante ? C'est une bombe de 500 kilos, parfois 1 tonne, et vous mettez des petites ailes dessus. Ils en avaient des stocks considérables depuis Qui sont tirés par des avions. Ils sont tirés par des avions très loin, à 60, parfois 100 km. Et ces bombes vont planer. Et surtout, elles sont équipées d'un kit de guidage satellite, soit GPS, soit GLONASS, soit un autre système, qui donne grande précision et qui fait des dégâts quand même sur la ligne de front. Et là, la seule parade, si vous n'avez pas des systèmes solaires à très longue portée, c'est l'aviation de combat. Et on le sait bien, le président Zelensky réclame cette aviation de combat depuis le premier jour de la guerre. Justement, on va écouter un extrait tout de suite du président Volodymyr Zelensky. Країна почала імпортувати енергоносії Росії. Це про щось говорить. Успіх в Криму
української операції і зупинка їх, фактична зупинка їх на полі бою в Україні, безумовно, не дає спокійно відповідати Путіну на без того лояльні питання їх суспільства. Він бореться за те, щоб показати, що він перемагає. Йому треба продати своєму суспільству велику перемогу. Перемоги немає, перемоги не буде. Тому і починає залякувати такими ударами, ну і іншою риторикою, залякувати, впевнено, що не вийде, хоча партнерам треба не розслаблятися. Alors, justement, on observe depuis quelques jours une nouveauté que je trouve assez parlante, c'est que les Ukrainiens frappent les installations pétrolières russes, et les Russes, de leur côté, frappent non seulement les villes, mais depuis quelques jours, ils frappent les pompes à essence, c'est-à-dire qu'ils frappent les gens qui vont faire le plein à la pompe. Il y a quand même une grosse différence entre les deux. Céline, qu'est-ce que ça veut dire de la guerre que mène Poutine en Ukraine, d'après vous? Je pense je pense que le président russe est extrêmement mécontent et frustré en fait de voir que les Ukrainiens ont réussi à inverser la tendance et qu'ils parviennent à multiplier les frappes dans la profondeur du territoire russe, à Moscou, à Saint-Pétersbourg, qu'ils le font de manière tout à fait spectaculaire, qu'en plus après ils sont capables après de démultiplier les effets sur les réseaux sociaux et dans les médias internationaux. Et donc, en fait, l'alternative est simple. Soit il accepte de reprendre le semblant de négociation qu'il avait entamé l'an dernier, soit, pour se sortir de l'ornière, il escalade. Et je pense qu'il n'envisage pas du tout la première option que je viens de présenter et qu'il va intensifier les frappes à la fois intensifier les frappes sur les villes ukrainiennes. On sait qu'elles sont de plus en plus brutales, qu'ils visent maintenant non seulement des pompes à essence, mais aussi des cathédrales du XIe siècle, que ces frappes sont massives. C'est 500 drones Shahed en l'espace de quelques heures la nuit, et une fois que les défenses antiaériennes sont saturées, ils envoient les missiles balistiques ou les missiles de croisière, mais surtout des missiles balistiques que les Ukrainiens ne peuvent pas en fait intercepter parce qu'il leur manque des missiles, des systèmes patriotes. Oui, on va en reparler. On va en reparler ensuite. Et donc, on peut s'attendre, à mon avis, à une intensification des frappes de façon en fait à continuer à terroriser la population ukrainienne. On sait ce qu'ils ont fait en février. Ils ont attendu qu'il fasse -20 pour finir de détruire les sous-stations électriques de façon à plonger la capitale ukrainienne dans le froid et dans le noir. Il faisait -20. Vous imaginez, il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de chauffage. Et vous avez 6000 bâtiments comme ça, privés de tout. On peut supposer qu'ils vont faire la même chose, qu'ils vont attendre qu'il fasse 40 degrés pour faire la même chose sur les canalisations d'eau et les systèmes d'épuration cet été pour créer... Voilà. Donc en fait, d'un côté, l'Ukraine reprend l'ascendant et l'initiative. D'un autre côté, il est évident que cette situation ne peut pas durer encore des années. Je veux dire, le système électrique est chancelant. À chaque fois, on répare, mais c'est quand même, ça reste assez précaire. L'hiver prochain, s'il est aussi froid que cette année, sera très difficile. Et donc, en fait, on assiste en ce moment à une forme de montée aux extrêmes. En parallèle de tout ça, les Russes intensifient le signalement stratégique et les intimidations de toutes sortes à l'égard des Occidentaux. Donc ça, voilà. Pour peut-être juste conclure sur ce point, je pense qu'il faut s'attendre en fait à diverses formes d'escalade. Isabelle, on a l'impression que Poutine, c'est pas qu'une impression, il frappe de plus en plus fort. Vous avez couvert la guerre de Tchétchénie. Est-ce qu'un jour il peut raser Kiev comme il a rasé Grozny ou est-ce que c'est impossible dans la situation actuelle? Est-ce qu'il ne le fera pas pour des raisons symboliques, politiques? C'est-à-dire qu'il n'y arrive pas pour l'instant. Je pense que là où on en est, Poutine a 3 solutions. Soit accepter de revenir à la table de négociation, faire quelques concessions
et accepter que les deux parties repartent en clamant une espèce de victoire, je pense qu'il ne choisira pas. Enfin, si je devais parier, ce n'est pas sur cette solution. Il peut essayer de gagner la guerre en mettant davantage de force, c'est-à-dire qu'il y a quand même des rumeurs de mobilisation. Et en même temps, il est très coincé parce que depuis le début, il essaye de faire croire aux Russes qu'il n'y a pas de guerre, tout en leur disant que c'est l'OTAN qui attaque. Donc c'est assez compliqué, mais il ne veut surtout pas que les grandes villes, notamment Saint-Pétersbourg et Moscou, puissent souffrir de la guerre. Et c'est vrai que les deux villes commencent à souffrir parce que maintenant les drones, enfin les explosions ont lieu dans les grandes villes. Donc il ne peut plus cacher la guerre, mais il va essayer s'il décide de mobiliser, il mobilisera ailleurs que dans les grandes villes. Mais c'est une question qu'il se pose. Et si ça ne suffit pas, à ce moment-là, il y a la théorie de l'escalade. C'est, à mon avis, la plus probable. Si je devais miser sur une théorie, ce serait celle-là, parce que c'est ce qu'il a toujours fait et qu'il est à peu près évident maintenant qu'il est on va y revenir plus tard sur l'escalade, mais peut-être de guerre éternelle, pardon. Sur l'escalade, Oui. on va y revenir tout à l'heure. Et peut-être qu'on peut aborder la question du sommet de l'OTAN. Est-ce que la situation s'est un peu arrangée quand même depuis quelques mois entre Trump et Zelensky? Qu'est-ce qu'il peut attendre Zelensky du sommet de l'OTAN? Qu'est-ce qu'il va leur réclamer? Je crois que c'est demain qu'il doit s'exprimer. C'est demain qu'il va s'exprimer. Et alors, moi, les indiscrétions que j'ai eues sous-entendent que ça pourrait être encore mieux que ce qu'on escomptait. C'est-à-dire que, visiblement, Trump pourrait réaffirmer une espèce de soutien à l'Ukraine. Il ne va pas non plus donner gratuitement des armes aux Ukrainiens. Il ne faut pas exagérer. Mais il pourrait continuer à leur en vendre. Starlink... Starlink, c'est Musk. Ça aussi, c'est ça qu'on n'a pas parlé tout à l'heure, mais c'est aussi ça qui a permis aux Ukrainiens de prendre l'ascendant sur les Russes en ce moment. C'est-à-dire que Starlink bénéficie aux Ukrainiens et ne bénéficie qu'ils l'ont coupé plus aux Russes depuis quelques mois. Et ne bénéficie plus aux Russes. Donc c'est vrai que dans le pire des cas, Volodymyr Zelensky s'attend à ce que Trump ne prenne pas position en sa faveur, mais qu'il ne soutienne plus Vladimir Poutine. Et dans le meilleur des cas, qu'il penche un petit peu de son côté. C'est vrai que Donald Trump, d'abord, il a échoué à imposer la paix à Vladimir Poutine. Et ensuite, il préfère les grands pays, il préfère les dictateurs aux démocrates. Il y a encore beaucoup de choses qui le font penser du côté poutinien de la force. Il ne faut pas non plus renverser les choses. Mais il aime les winners. Et il déteste les losers. Vous avez expliqué au G7 que Zelensky est un winner maintenant, c'est ça? C'est-à-dire qu'en ce moment, depuis 2 mois, Zelensky est plutôt un winner. Et Poutine est plutôt un loser. Il faut faire attention, ça peut rechanger dans 2 mois. Hein. On décrypte la situation aujourd'hui. Donc il y a un petit créneau qui pourrait... il faudrait un petit peu plus d'aide pour les Ukrainiens. Général, pour reprendre le vocabulaire de Trump, Zelensky n'a pas toutes les cartes en main non plus. Il lui manque notamment des armes. Les patriotes, ils en ont un besoin crucial. Qu'est-ce qui leur manque d'autre qu'ils pourraient réclamer à ce sommet de l'OTAN et que les Américains peuvent leur donner? Parce que je crois que les patriotes, c'est devenu un peu compliqué. Ils en ont beaucoup tiré en Iran. Oui, les patriotes ont été tirés, non pas en Iran, mais les dans pays le côte autour Persique, pour se défendre contre les attaques iraniennes. Pour se protéger contre les attaques iraniennes. Oui, c'est le meilleur système solaire, en tout cas le plus longue portée et le plus efficace, ça il faut le reconnaître. Même si on n'a pas à rougir, nous, en Européens, avec le SAMPT et le missile Aster franco-italien, on est capable de faire des très bonnes choses, mais moins performants et un peu moins haut. Y compris contre les missiles balistiques. Pardon ? Y compris contre les missiles balistiques. Oui, il fait mais une petite partie par rapport à le Patriot est le seul en fait à avoir une capacité anti-balistique. Mais de toute manière, il n'y en a plus. Il faut constituer les stocks à la fois pour les Américains, à la fois bien sûr pour les Européens, les Ukrainiens et les pays du Golfe qui en réclament également. Donc de toute manière, il y a une pénurie entre guillemets. L'Ukraine a demandé à pouvoir les fabriquer sous licence. Oui, c'est une possibilité réaliste. Ça veut dire combien de temps il mettrait concrètement si Trump a demain
Ankara dit banco pour la licence. Il leur faut combien de temps pour sortir des missiles Je ne suis pas un spécialiste de la fabrication des patriotes, donc il y a des contingences industrielles que je ne maîtrise pas totalement. C'est quand même beaucoup plus compliqué qu'un drone. Hein. Donc, mais pourquoi pas? C'est-à-dire qu'ils sont véritablement en économie de guerre, eux, ça c'est clair. C'est les seuls d'ailleurs. Hein. Et bien sûr, une partie des Russes. Mais eux, c'est vraiment à très grande échelle, comme le rappelait Isabelle Lasserre, leur capacité de production des drones est absolument incroyable. Donc avant tout des patriotes. 6 000 par jour. Oui, 6 000 par jour, c'est ce qu'on dit effectivement. J'ai du mal parfois à croire ce chiffre, mais il semblerait qu'effectivement, des petits, hein, les gros, c'est un peu plus. Et, enfin, ça met plus de temps. Et non, une aviation de combat qu'ils aimeraient en fait pour contrer en fait les bombardements, ces fameuses bombes planantes qui peuvent faire beaucoup de mal sur le front. Mais donc ça, ils ont commandé des appareils suisses récemment. Suédois, oui, les Gripen. Oui. Les Gripen, pardon. Et donc, oui, ça va les aider. Donc nous, ça sert pour la défense. Il ne faut pas oublier qu'on leur a fourni des Mirage 2000. D'autres pays de l'OTAN européens leur ont fourni quelques F-16. Et donc, ceux-là sont très utiles contre les missiles de croisière. Okay. Et ils ont assez de pilotes formés pour et ben on les forme doucement, on en forme avec beaucoup de discrétion dans l'OTAN. D'accord. Céline Arranger, donc avec tout ça, on a l'impression que Poutine n'a aucun intérêt, aucune intention de négocier, ou est-ce que, au contraire, il aurait intérêt à faire une pause dans la guerre, et est-ce que ça peut l'inciter à négocier, notamment la crainte d'avoir les gens autour de lui qui lui disent ça suffit maintenant les élites. Je pense que c'est l'objectif que se donnent les Ukrainiens. Pour autant, je ne le vois pas, comme on le disait tout à l'heure, je ne vois pas Vladimir Poutine aujourd'hui faire marche arrière. En fait, il s'est trop engagé, il a brûlé les ponts. Il veut rester dans l'histoire comme celui qui aura reconstitué la Grande Russie. Il se donne pour objectif non pas seulement de conquérir des territoires en Ukraine, c'est pas du tout un conflit territorial, mais de détruire l'État ukrainien au motif que selon lui, la nation ukrainienne n'existerait pas. Et donc, je pense que c'est vraiment l'objectif qu'il recherche et je ne le vois pas s'arrêter maintenant. Et par ailleurs, il se sert de la guerre également pour porter le fer contre les pays occidentaux, affaiblir l'OTAN et essayer de diviser les Américains et les Européens, enfin mettre un coin dans la relation transatlantique. L'année dernière, il a quand même eu des victoires symboliques assez importantes et je pense qu'il ne faut pas enterrer les Russes trop vite. Enfin, tout à l'heure, je voudrais un petit peu relativiser ce qui a été dit tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a un effet de dégradation cumulative de l'armée russe sur le front. Ils ont des difficultés, ils ont perdu en fait leur force d'assaut, c'est-à-dire que vous avez des unités, notamment les parachutistes ou les chars de combat, enfin voilà, qui ont été complètement décimés au début de la guerre et ce ne sont pas des capacités que vous reconstituez comme ça du jour au lendemain. Donc il y a cet effet de dégradation, mais malgré tout, il consacre encore des sommes faramineuses à l'effort de guerre. C'est 38% du budget russe, c'est autour de 8% du PIB. Ils ont pour ambition d'élargir la taille de l'armée pour porter le nombre de militaires à 1,5 million de militaires d'actifs. Ils sont véritablement en économie de guerre. Ils produisent énormément. D'après l'OTAN, ils produisent au moins 2000 missiles de croisière et balistiques par an, au moins 300 chars. Enfin, je veux dire, voilà, ils ont des capacités de régénération qu'il ne faudrait pas, en dépit de toutes les difficultés actuelles, négliger. Et par ailleurs, il y a un point très important qui est, à mon avis, un indicateur assez sûr de leurs intentions, c'est qu'en fait, ils sont en train de construire des infrastructures le long de la frontière avec l'OTAN, à la fois près des pays baltes, mais aussi en Finlande, dans les pays nordiques et en Norvège, par exemple, vous avez des journalistes d'investigation qui ont établi qu'ils avaient construit dans le point le plus proche
de leur base la plus proche en fait de la frontière norvégienne, ils ont une capacité d'accueil de 17 000 soldats. Donc on peut supposer en fait qu'ils se préparent à un affrontement de plus grande ampleur. Et Isabelle, vous avez l'impression que les Européens ont pris la mesure de ce danger. Est-ce qu'eux sont déterminés à aller jusqu'au bout dans leur soutien à l'Ukraine et pour contrer d'éventuelles offensives russes ailleurs? Le soutien financier à l'Ukraine et le soutien politique, je pense que maintenant on peut dire qu'il est assuré. Il est acquis. Et qu'il est acquis et qu'il fait une relative unanimité. Encore une fois, aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passera quand, si l'AfD prend le pouvoir, si on a Jean-Luc Mélenchon ou Jordan Bardella au pouvoir en France, et si Farage continue sa progression au Royaume-Uni, c'est-à-dire les 3 pays les plus importants d'Europe. Cette unité, elle pourrait être mise entre parenthèses. Donc ça, oui. La question de savoir que fera l'Europe et que fera l'OTAN en cas de provocation armée de la Russie contre un des pays de l'OTAN, personne n'a la réponse. Et c'est bien pour ça que Vladimir Poutine pourrait le tenter. C'est-à-dire que justement, il y a eu des fuites des renseignements américains. D'une attaque contre la Pologne, ça vous paraît crédible? Dans les mois qui viennent. Dans les mois qui viennent, oui. C'est-à-dire que... Avant, on évoquait 2029-2030, là, c'est dans les mois qui viennent. L'un des objectifs de Vladimir Poutine est de tuer l'OTAN. On parle souvent de la possibilité d'une action dans les pays baltes, et notamment à Narva, en Estonie, où c'est vrai qu'à chaque fois, il y a des minorités russes et russophones qu'il est assez facile de manipuler. On peut créer un espèce d'attentat, d'événement et dire qu'on arrive au secours des populations russes dans la région. C'est les petits hommes verts qui sont allés en Crimée, annexer un bout. Et là, effectivement, si l'OTAN ne répond pas, l'OTAN est mort. Il n'y a plus d'OTAN, puisque l'article 5, qui fonde quand même la raison d'être de l'OTAN, ne fonctionnera pas. La Pologne est une des possibilités qui avait toujours été évoquée par Varsovie. C'est beaucoup plus gonflé de la part de Vladimir Poutine, et c'est beaucoup plus risqué, parce que là on s'attaque quand même à un pays majeur de l'Union européenne. Mais effectivement, si Vladimir Poutine s'empare d'un petit bout de la Pologne, il y a 2 solutions. Soit l'OTAN meurt parce que les Européens et l'OTAN ne répliquent pas, soit il y a une confrontation avec la Russie dont elle ne sait pas jusqu'où elle peut mener. Est-ce que Vladimir Poutine tentera ça? Moi, j'avais tendance à dire que le danger serait maximal à partir du moment où il y aurait un cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie, s'il y en a un. Parce que là, c'est vrai que Poutine ne peut tenir qu'avec la guerre. Il est vraiment rentré dans un truc de guerre éternelle. Et sans doute continuera-t-il, ne serait-ce que pour occuper ses soldats qu'il ne voudra pas faire passer d'Ukraine à la Russie. Avant de vous donner la parole, Céline Baranger, on va écouter un extrait de Donald Tusk qui justement évoque cette situation et ensuite je vous redonne la parole. Podzielamy także bez wyjątku opinię, że sytuacja jest bardzo niestabilna. Można spodziewać się rozmaitego typu eskalacji w najbliższych tygodniach i miesiącach. Już wiele razy o tym mówiłem, uprzedzałem. Będziemy chcieli przygotować się jako grupa państw bezpośrednio wystawionych na to ryzyko, bo graniczących z Rosją, Białorusią, Ukrainą, że jako grupa państw będziemy bardzo ściśle współpracować nad wszelkiego typu reakcjami, gdyby do czegoś odpukać złego miało dojść. Alors, Céline Baranger, il y a une option qu'on n'a pas évoquée, me semble-t-il, c'est ce que les Américains appellent une opération false flag, c'est-à-dire d'attaquer la Pologne, par exemple, et de faire porter le chapeau à l'Ukraine. Dans la situation actuelle où c'est déjà relativement tendu entre la Pologne et l'Ukraine, est-ce que c'est une opération qui aurait une chance de succès ou pas, d'après vous? Non, je pense que les Polonais ne sont pas nés de la dernière pluie, ils connaissent les Russes de très longue date.
Ils ont fait l'expérience de l'impérialisme russe et des répressions soviétiques. Donc je pense que toutes ces manipulations sont très bien connues des pays baltes et d'un pays comme la Pologne. Il y a eu des dissensions et même des tensions très fortes autour du passé ces derniers temps entre la Pologne et l'Ukraine. Mais pour autant, je pense que les Polonais sont tout à fait lucides sur l'état de la menace russe et qui sont quand même le sens des priorités. Je pense qu'un point d'inquiétude pour la Pologne, c'est le couloir de Suwałki, c'est-à-dire cette bande de terre. Enfin, en fait, l'exclave de Kaliningrad, qui est russe, elle n'est pas très éloignée du Bélarus et il y a toujours des inquiétudes sur le fait que la Russie pourrait vouloir en fait créer un corridor terrestre assez large pour relier le Bélarus à cette exclave de Kaliningrad qui est très militarisée. On assiste aussi à une militarisation accélérée du Bélarus en ce moment. Et donc là, ça concernerait... Il y a des rumeurs d'une attaque dans le nord de l'Ukraine qui passerait par le Bélarus aussi. Oui, alors ça, c'est moins probable à mon avis parce que la frontière est d'abord difficilement praticable et ensuite complètement minée. Mais c'est vrai que l'attitude du dirigeant biélorusse pose question en ce moment. C'est-à-dire qu'il a présenté... Donc il est vraiment aligné sur Moscou, je veux dire il a la même vision de l'environnement stratégique et de l'OTAN que Vladimir Poutine. Et pourtant il a fait des déclarations récentes qui ont laissé un peu perplexe beaucoup de monde, notamment il a présenté ses excuses à Zelensky en expliquant qu'il avait peut-être dit quelque chose qui n'allait pas. Et surtout il a fait éteindre toutes les stations relais qui étaient disposés à la frontière et qui permettait en fait de guider les drones Shahed pour aller perpétrer. Je crois qu'il a reçu quelques avertissements des Ukrainiens à cet égard. Ce sujet. Et en fait, les Ukrainiens, Zelensky lui avait fait savoir qu'ils avaient identifié 500 cibles potentielles. Au Bélarus, et que donc il demandait à ce que ces stations radars, enfin je n'ai pas trop, soient mises hors d'état, ne puissent plus fonctionner. Et donc ils ont été suivis. Loukachenko a davantage peur de Zelensky que de Poutine. En tout cas, Loukachenko, je pense peut-être, Loukachenko, on le sait, ne veut pas être entraîné dans la guerre. Sa population... Depuis le début, il fait un peu attention à ça. Il a toujours louvoyé pour se ménager une marge de manœuvre. Cette marge de manœuvre, elle se réduit comme peau de chagrin depuis 2020, en fait, depuis les élections truquées de 2020 au Bélarus. Et là, je pense qu'on peut interpréter en tout cas ces signaux comme une forme d'inquiétude, de fébrilité sur les projets russes. Parce que si demain, la Russie, si Vladimir Poutine décide d'entrer véritablement en guerre en déclarant la loi martiale, et non plus, et donc en renonçant à l'idée d'une opération spéciale, et qu'il lance des attaques à partir du territoire biélorusse, là il y aura co-belligérance. Et je pense qu'ils craignent en fait d'être entraînés dans la guerre. Général Duterte, il y a une chose qui m'a frappé. Il y a quelques semaines, sa sœur, donc le commandant suprême des Alliés en Europe, est allé en Allemagne et a expliqué que la Russie n'était pas une menace imminente pour l'Europe. Et c'était, semble-t-il, pour justifier le non-déploiement des missiles à portée intermédiaire, justement, qui devaient être déployés en Allemagne face aux missiles qui sont déployés à Kaliningrad, aux missiles russes. À quel point c'est problématique ce redéploiement des forces américaines en Europe, et justement le fait que ces missiles ne soient pas déployés pour faire face aux missiles russes? Est-ce que c'est un trou dans la raquette qui est important? Non, alors il y a
Il y a une peur qui est entretenue un petit peu, tant sur la Pologne que sur l'Allemagne, que sur d'autres pays. Le Pays-Baltes, on peut le comprendre, mais moi je ne crois pas, franchement. On sait que c'est de la guerre psychologique. Enfin, je ne sais pas. D'ailleurs, les informations viennent des Américains, parce que Secure, c'est un Américain. Et il dit non, il n'y a pas d'urgence. Et puis, les services de renseignement américains disent attention, la Pologne peut être attaquée dans les semaines ou mois qui viennent. Moi, j'y crois pas. Pas une seconde. Pourquoi ? Parce que c'est une question de géographie. Pour venir en Pologne, il faut passer par l'Ukraine, sauf, effectivement, et ça c'est un point majeur, sauf avec le problème de Biélorussie. Mais Loukachenko a fait quand même suffisamment de déclarations, et Céline et Isabelle le rappelaient, qui laissent entendre que moins que jamais, ils ne veulent être engagés dans cette guerre. Et il a raison d'ailleurs, parce qu'il ne sait pas où ça le mènerait. Et il a plutôt bien manœuvré vis-à-vis de son camarade Poutine, tout en préservant une certaine proximité et en évitant de s'aligner complètement dessus pour la guerre. Donc moi je n'y crois pas pour l'instant, sauf si vraiment la Biélorussie changeait, si elle s'armait, si des unités russes venaient en Biélorussie, là effectivement il faudrait s'inquiéter, mais les services otaniens n'ont que ça à faire, c'est de surveiller en tout cas ce qui se passe à la fois dans l'enclave de Kaliningrad et à la fois en Biélorussie. Donc je pense qu'il n'y a pas urgence pour la Pologne, mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas s'y préparer. Là où ça peut être délicat, c'est effectivement c'est si les relations se détérioraient entre la Pologne et l'Ukraine. Ça, ce serait une mauvaise chose. Et je pense que le président Zelensky a été maladroit. Pour Dieu sait si je le défends 1000 fois, mais lorsqu'il avait baptisé cette fameuse unité de triste mémoire pour la Pologne, je pense que ça n'avait pas été la meilleure chose qu'il ait pu faire. S'agissant des missiles, ce n'est pas des missiles contre missiles, c'est des missiles quelque part de dissuasion, parce que plutôt que d'avoir 10 Iskander qui vous frappent, vous mettez le même type de missile pour aller attaquer ou se défendre contre la Russie. À mon sens, il n'y a pas d'urgence rouge, même si l'Europe et l'OTAN doivent réfléchir quand même, au vu de ce qui se passe maintenant depuis 4 ans et demi avec la Russie et l'Ukraine, de ce qu'il y a de plus approprié pour l'Europe et pour l'OTAN. Mais s'agissant aussi de la menace sur l'OTAN, il y a un grand pays, c'est quand même la Norvège et la Finlande, en fait. Tout ça, c'est surtout la Finlande qui a été perdue. Au niveau stratégique, Poutine a fait une erreur majeure. Il voulait, comme le rappelait Isabelle, il voulait que l'OTAN perde de sa superbe, ou en tout cas se dissolve, que l'Europe se fractionne, que le lien transatlantique soit affaibli. Et quelque part, en dehors du lien transatlantique, mais qui est lié plus à la personnalité de Trump qu'à autre chose, l'OTAN n'a jamais été aussi fort. Il a renforcé l'alliance en provoquant de nouvelles adhésions, donc comme vous le disiez, oui, de la Finlande notamment. La Finlande, il a perdu 1200 km il a gagné, entre guillemets, 1200 km de frontières communes avec l'OTAN. Et donc lui a besoin quelque part, dans sa posture défensive, de mettre effectivement des sites pour se protéger éventuellement d'une attaque de la Finlande, mais en aucun cas ce sera... Céline parlait tout à l'heure du renforcement de l'armée russe. Est-ce que vous pensez que au stade actuel, Poutine a les moyens d'ouvrir un deuxième front ailleurs ? Moi je ne le pense pas. Je le pense pas. Des provocations, oui. Des missiles qui se perdent à destination de l'Ukraine et qui vont en Russie, en Pologne, comme ça a été le cas d'ailleurs. Tant les drones qu'un missile de croisière. Vous ne vous souvenez pas cet épisode, moi, qui m'avait frappé, c'est que tout au début, il y avait un sommet du G20, je crois, dans l'océan Indien ou quelque part, et tout d'un coup, il y a un missile supposé russe qui est tombé en Pologne et qui a tué d'ailleurs un fermier polonais. Et là, il y a une réunion de crise autour de Biden. Il dit, mais c'est l'article 5, qu'est-ce qu'on fait ? Tout le monde de nuit autour du président Biden. Et en fait, non, c'était un missile S-300 ex-soviétique ukrainien qui, en voulant intercepter un missile russe, les morceaux étaient tombés. Donc des provocations, il peut y en avoir, ou en tout cas des erreurs, mais une attaque délibérée, je pense que le président Poutine, aujourd'hui, la Russie, aujourd'hui, n'est pas en posture de le faire. Céline, vous, le scénario de la fuite en avant, vous y croyez ou aussi optimiste, en fait. Je pense qu'il y a des indicateurs objectifs qui montrent qu'il se prépare à une extension de la guerre. En tout cas, il s'en donne les moyens.
Et ça, on le voit à la fois au niveau de la production d'armement, au niveau de la volonté de recrutement, même s'ils ont plus de difficultés qu'auparavant, sur la taille de l'armée, sur les infrastructures qu'ils créent, et surtout, je crois, sur la production d'armement. Ça doit vraiment nous alerter. Je pense que quand il y a une volonté, il y a un chemin. Et donc, ils n'ont peut-être pas les moyens aujourd'hui. Effectivement, ils sont à la peine sur le front ukrainien, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut minimiser la menace, de mon point de vue. Je ne sais pas ce qui est... Oui, parce qu'on a toujours tendance à évaluer les décisions à l'aune qui sont prises au Kremlin avec notre rationalité à nous. Et conclusion, on loupe toujours tout. On se disait effectivement, Poutine n'avait soi-disant pas les moyens et pas la. Oui, il y a eu un aveuglement des Occidentaux ou des Européens en particulier vis-à-vis de Poutine. Lancer une guerre à longue échelle en février 2022. À chaque fois, on pense que ce n'est pas possible. Vladimir Poutine fonctionne de manière différente. C'est pas la même rationalité. Il se fiche de sa population, il est capable de la saigner économiquement pour tout mettre dans l'armée. Les Russes sont très très résilients, ils sont habitués depuis très longtemps à souffrir. On peut pas analyser les choses de la même manière. Et puis il y a quand même une force de l'idéologie, de la volonté, qui fait que là où nous on dirait non, stop, on n'a pas 100% les moyens et c'est contre nos intérêts, lui, il y va. Donc on ne peut pas savoir. Le risque. Général, ça, c'est quelque chose dont les états-majors ont conscience ou Oui, mais là où je souscris à ce qui a été dit, c'est que effectivement, la production militaire, elle est là. Et ça, il ne faut pas la négliger parce que des armements sont de plus en plus nombreux, de plus en plus sophistiqués côté russe. Et même si la guerre s'arrêtait demain, cette production ne s'arrêterait pas. Donc il faut rester absolument vigilant et montrer qu'on est capable de répliquer. C'est pour ça qu'il ne faut pas perdre de temps non plus aujourd'hui en Europe. Et le sommet de l'OTAN d'aujourd'hui et de demain en est une illustration. Il faut absolument que cet effort de défense se poursuive et cette volonté de se défendre. Et je suis très heureux, et Isabelle l'a rappelé, mais aujourd'hui, malheureusement ça peut changer dans un mois ou deux, mais aujourd'hui les Européens sont bien alignés sur le fait que la meilleure protection de l'Europe, la meilleure protection de l'OTAN aujourd'hui, c'est l'Ukraine. C'est le bouclier. Et donc, merci quelque part à l'Ukraine de nous montrer le chemin et surtout de faire cet effort de résistance contre l'armée russe. Mais si la guerre s'arrêtait demain, il pourrait y avoir des velléités aussi. Effectivement, Poutine, Isabelle a raison, il ne raisonne pas comme nous. Donc, il peut faire un coup à gauche ou à droite. Et nous devons, on n'a pas le choix. Pourtant, je suis anti-guerre, mais je crois qu'on n'a pas le choix. On est obligé d'augmenter notre effort de défense, d'être aligné, être en mesure de résister si un jour on était confronté à la Russie d'une manière ou d'une autre. Il y a un autre réveil, ça a été Trump pour les Européens aussi, Isabelle, dont le désengagement a précipité le réveil stratégique. Je pense même que Donald Trump a été un réveil qui a sonné plus fort que le réveil Vladimir Poutine pour les Européens, ce qui n'est pas normal quand même. Et alors il a sonné, mais certains pays n'arrivent pas à l'éteindre. Enfin plutôt certains pays l'ont déjà éteint. On voit quand même la tentation, plus les élections de mi-terme approchent, plus on dit que Trump va peut-être les perdre et qu'il va être en difficulté, plus chez certains Européens revient ce sentiment, cet espoir que les choses pourraient recommencer comme avant. Alors pas complètement comme avant, il faudra que les Européens investissent plus dans leur défense, mais cet espoir de retrouver un président qui soit du côté des démocraties occidentales et qui soit le protecteur des alliés européens n'a pas disparu. Il a disparu en France. Il n'existe plus, je pense, non plus en Ukraine, mais certains pays ont du mal et espèrent secrètement que ça pourrait repartir de l'autre côté. Donc cette année-là va être absolument cruciale. Est-ce qu'on va continuer à se dire il faut que l'autonomie stratégique européenne, la souveraineté européenne aille jusqu'au bout, ou est-ce qu'on va encore lâcher en se disant on n'y arrive pas, il faut que les États-Unis nous aident. Alors, pour conclure, une dernière question, une réponse courte parce qu'il ne me reste plus qu'une minute. Est-ce que si un pays de l'OTAN était attaqué, dans la situation actuelle de division qui existe entre les États-Unis et les Européens notamment,
est-ce que l'article 5 joue d'après vous ou est-ce que... Moi, je pense que oui. En tout cas, si ça concerne les Baltes ou la Pologne, je pense qu'eux se battront immédiatement et avec une grande détermination, et que des pays comme la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, enfin oui, je pense que oui, ils viendront à la rescousse. Général, vous y croyez aussi? Oui, mais ça dépend de quel type d'attaque. Si c'est une attaque vraiment frontale, là, je pense qu'on n'a pas le choix, de toute manière, il faudrait agir. C'est pas une frappe accidentelle. Voilà, une frappe accidentelle, ça serait autre chose. Là, les gens réfléchiraient avant de s'embarquer là-dedans. Mais je crois qu'aujourd'hui, il serait malvenu à la Russie d'attaquer un seul des pays otaniens, parce que là, aujourd'hui, en tout cas, il y a une vraie volonté de se défendre. Merci beaucoup, Général. Ce sera le mot de la fin. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. C'était le dernier club international de la saison. À la rentrée, vous retrouvez Philippe Gély.